Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Le contrôle des naissances, une priorité politique pour le Bénin dans un contexte marqué par les inégalités, le chômage, l'instabilité sociopolitique et que sais-je. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous l'avez compris, le thème du jour de Politique sans tabou est assise nationale sur la croissance démographique au Bénin, pertinence et lien avec le développement. Et ma question, c'est, sommes-nous unanimes pour nourrir la peur d'une explosion démographique par nos gouvernants? Quelle évaluation avions-nous fait de l'évolution de la relation entre dynamique démographique et disponibilité des ressources naturelles, énergétiques et alimentaires? La population est-elle finalement devenue une menace pour le développement? Eh bien, avec Nadège Diouan, qui co-anime avec moi cette émission, nous tenterons de poser les questions à nos invités, l'un acteur politique, pas encore en studio, et l'autre socio-anthropologue. Nadège Diouan, bonsoir. Bonsoir Bis, bonsoir cher invité, vous êtes Tatiana Routongi Aladaye, vous êtes socio-anthropologue, très heureuse de vous retrouver sur le plateau de Culture TV et Culture Radio. Politique de réduction des naissances au Bénin, c'est sur toutes les lèvres, on en parle depuis quelques semaines déjà. Est-ce vraiment opportun? Votre avis d'expert nous intéresse. Je vous remercie pour la parole à moi donnée. Je profite d'emblée, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour saluer les internautes, les auditeurs, ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Cette question autour de la limitation des naissances, je ne dirais pas qu'elle est malvenue, je ne dirais non plus qu'elle est bienvenue, mais je pense que si on aborde la question, c'est que nous sommes dans la projection d'un avenir meilleur. C'est que nous sommes dans une attitude de prospective afin d'éviter d'être en face de maux qu'on ne pourra pas à l'avenir gérer, et tout cela pour le bien-être de la population. Vous pensez que c'est une manière d'anticiper en fait ce qui pourrait nous tomber dessus plus tard? Voilà, c'est une manière d'anticiper ce qui pourrait arriver. Parce que c'est vrai, il y a toute une dynamique qu'on observe autour de l'évolution démographique, autour des naissances, autour de la fécondité, qui n'est pas sans influence sur le développement du pays. Madame Tatiana, comment a-t-on évalué l'évolution démographique pour aujourd'hui avoir peur que demain on ne puisse pas la gérer? Nous sommes un petit pays. Voilà, nous sommes un petit pays, certes, mais la population déjà éprouve et manifeste visiblement leurs difficultés à assumer convenablement les besoins essentiels à la survie d'une population humaine. Je ne mettrai pas tout cela sur le compte de la croissance démographique. Il y a également d'autres facteurs à prendre en compte, comme l'éducation, l'emploi, et la santé, et l'économie même en question. La gestion de l'économie nationale même est interpellée par rapport aux différents problèmes que rencontre la population en termes de survie. Madame Tatiana, vous êtes sociologue. Est-ce que vous pensez que la société béninoise est prête pour ceci? C'est ma question, parce que tous les sociologues nous disent qu'il n'y a pas de fondement sociologique à une limitation des naissances au Bénin ou en Afrique. À l'heure actuelle, Oui. je pourrais dire qu'il n'y a vraiment pas de fondement sociologique pour une limitation des naissances. Parce qu'avant d'asseoir une telle politique de limitation, il faut prendre en considération toutes ces réalités socioculturelles qui sont les nôtres. Et je ne pense pas qu'en termes culturels, qu'en termes de valeurs traditionnelles que nous partageons en commun, il urge à l'heure actuelle de penser à une limitation des naissances, d'autant plus que si on observe bien la tendance nationale, la tendance comportementale de la population même, Oui. la baisse est tendancielle. On observe déjà une baisse tendancielle de la fécondité, même si elle n'est pas rapide. Dans les consciences générales déjà, il y a ce désir d'atteindre une certaine régulation des naissances.
dans certaines villes du pays. Parce qu'il y a des localités reculées. Moi, j'ai l'impression que lorsqu'on fait ce débat-là, on reste simplement à Cotonou, à Porto Novo, dans les localités. Voilà. La réalité dans les milieux ruraux, elle est autre. Chez les Bariba, chez d'autres peuples, ce n'est pas les mêmes réalités qu'à Cotonou. Oui, ce n'est pas les mêmes réalités. Et à Cotonou également, ce n'était pas une réalité d'ouverture au sujet. Mais je pense que chaque région, bien chaque commune évolue également en fonction de cette opportunité de développement qu'on leur offre. Je pense que si nous empruntons les idées de certains auteurs tels que Rostov, qui ont eu à parler d'une théorie de modernisation, si un certain ensemble de conditions sont réunies, je pense que la population ira d'elle-même faire une réduction des naissances et par conséquent, on va observer une décroissance de la population. On parle souvent de politique des populations. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Quand on parle de politique, c'est tout un ensemble de dispositifs, de mesures mises en œuvre, mises en place par l'État pour pouvoir influencer, que ce soit positivement ou négativement, c'est-à-dire augmenter ou faire décroître la population en agissant sur son effectif, sa croissance, sa répartition et même sa composition. Voilà. Madame Tatiana, les religions également évoluent avec le temps. Comment pensez-vous que les religieux vont apprécier cette limitation des naissances au Bénin? Les religieux... Aussi bien traditionnels que... Oui, les chefs religieux ainsi que traditionnels. Je pense que c'est à cause musulmans, les chrétiens, on a beaucoup... Voilà. C'est à cause de toutes ces considérations au fait que l'assise tant parlé par le président est nécessaire. Ça urge en ce sens que il faut que différents acteurs de la couche sociale puissent s'asseoir autour d'une table pour pouvoir échanger autour du sujet. Parce que je pense que avant qu'une décision ne se prenne, il faut qu'il y ait un consensus unanime et non unilatéral autour de la question pour que les décisions qui vont en sortir soient la décision de la population. Mais je ne dirais pas que à la fin de cette assise, nécessairement il y aura des mesures drastiques pour limiter, je ne saurais le dire. On ne peut qu'attendre cette assise. Alors, Nadège Diouan, à l'entame de cette émission, on annonçait l'acteur politique qui sera également sur cette émission. Je pense qu'il est déjà en studio. Nous allons l'installer avec la complicité de la régie. Vous avez longtemps cherché une entreprise fiable pour ramener vos colis et marchandises de la France, la Chine vers le Bénin. www.authentiqueexpress.com. Envoyez un colis à vos parents du Bénin vers la France et même toute l'Europe. Authentique Express. Vous recherchez un partenaire fiable pour effectuer des achats en France ou en Chine en toute sécurité. Authentique Express. Avec Authentique Express, envoyez d'abord et payez après. Vous avez aussi la possibilité de suivre votre colis directement sur notre site www.authentiqueexpress.com. Adresse Cotonou, Akpakpa, Ayelawadje, en face de la police municipale. Contact 97 90 95 95. Paris, 10e avenue des Sciences Bondy France. Contact 07 53 00 04 114. Vous souhaitez faire des achats en ligne sur les sites Cdiscounts, Alibaba, Shein, Amazon et autres. Authentique Express vous offre ses services avec 0% de commission. Nous sommes situés à Apapa, à Ayelawadje, juste en face de la police municipale. Vous avez longtemps cherché une entreprise fiable pour ramener vos colis et marchandises de la France, la Chine vers le Bénin. www.authentiqueexpress.com. Envoyez un colis à vos parents du Bénin vers la France et même toute l'Europe. Authentique Express. Vous recherchez un partenaire fiable pour effectuer des achats en France ou en Chine en toute sécurité. Authentique Express. Avec Authentique Express, envoyez d'abord et payez après. Vous avez aussi la possibilité de suivre votre colis directement sur
sur notre site www.authentiqueexpress.com. Adresse Cotonou, Akpakpa, Ayelawadje, en face de la police municipale. Contact 97 90 95 95. Paris, 10e avenue des Sciences Bondy France. Contact 07 53 00 04 114. Alors, Politique sans tabou se poursuit maintenant avec la présence de Fred Adriano Jueno, Nadège Diouan, on l'accueille. Vous êtes acteur politique, vous êtes membre du bloc républicain. Vous avez évidemment entendu parler des assises nationales sur la démographie au Bénin. Quel est le regard que vous portez sur ces assises-là en tant évidemment qu'acteur politique? Merci beaucoup et bonsoir à tous les auditeurs, tous les internautes, tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et vous excuse pour le retard. Merci, Merci beaucoup. Donc, je pense que si l'État sent aujourd'hui le besoin d'intervenir disons, dans ce domaine particulier, j'ai tendance à penser que c'est parce que nous sommes à une époque particulière, ou plus que jamais, l'intérêt personnel qui est celui des couples mariés et qui ont envie de se donner des enfants comme symbole ou fruit de leur amour, rencontre ou coïncide de façon flagrante avec l'intérêt général de la société. L'intérêt général de la société qui, comme nous le savons, tous, c'est d'avoir des familles stables. Cela s'entend parce que dans un pays comme le nôtre, on se rend compte que tout notre modèle social est basé sur le renouvellement des générations. Oui. Autrement dit, la politique de développement de la nation se fonde sur les politiques de protection de l'enfance, d'accompagnement ou d'encadrement de l'adolescence et d'accompagnement des jeunes à rentrer dans l'âge adulte. Cela fait que du coup, à cette époque si particulière, la famille et la famille béninoise devient essentielle pour l'État. En ce sens que, vous savez, la famille peut être par exemple un amortisseur de crise. On se rend compte que les dérèglements au sein de nos familles ont pour conséquence d'exposer les uns et les autres aux difficultés de plus en plus flagrantes de la crise. Parce que nous sommes à une époque de crise. Et donc la famille peut être un amortisseur de crise. La famille peut être aussi un symbole de ce que je peux appeler continuation du monde. Parce que la famille, à l'instar de l'école, c'est un cadre de transmission des valeurs. Alors lorsqu'il y a rupture de cette transmission de valeurs au sein de nos familles, on comprend aisément que cela a des déflagrations sur notre société. C'est le nombre qui finalement empêche à la famille d'être un canal de transmission de valeurs. Attention, il ne s'agit pas d'aborder la question de façon statistique. Ce n'est pas en matière de nombre, mais c'est en matière de responsabilité de la parentalité. Du moins, c'est la lecture que je fais. Je crois que ces assises nous invitent tous à déboucher sur une parentalité responsable. Hier, c'est-à-dire il y a de cela quelques décennies, être parent était presque inné. Parce qu'on a autour de soi les grands-parents, les parents, presque toute une famille qui est prête à accompagner les nouveaux parents ou les parents dans l'élevation ou dans l'éducation de leurs enfants. Aujourd'hui, avec les réalités de ce nouveau monde, ce n'est plus du tout évident. Et on se rend compte, et ce n'est pas forcément un problème de nombre ou un problème de cadre social ou de milieu social des parents. Mais on se rend compte qu'on a beau avoir des parents qui sont aussi issus de milieux aisés, plus ou moins, ou qui font partie de la classe moyenne, mais ils ont quand même des difficultés dans l'éducation des enfants. Ça peut être le nombre, comme ça peut ne pas être le nombre. Mais comment pouvez-vous, M. Jueno, dire que la famille est essentielle à l'État quand on sait qu'on est dans un pays où on n'a plus de ministère de la famille? Non, mais attention. Quand je dis la famille est essentielle à l'État, tout ce qui concerne la famille est transversal. Ma conception, et je dis les positions que j'adopte ici ce soir, ne sont pas des positions de mon parti politique. Non, on le sait. Ce sont mes convictions personnelles. Alors, mais vous êtes acteur bien sûr. De la mouvance Oui, politique. je suis républicain et je suis acteur de la mouvance politique. Je dis que la famille est essentielle pour l'État parce qu'il n'y a pas de politique de développement sans la famille. La nation elle-même n'est qu'une famille des familles. Et nous savons très bien que la famille est le premier noyau de la nation, le premier noyau donc de la République. À partir de cet instant,
les questions liées à la famille sont des questions transversales au développement. Je ne pense pas qu'il faille forcément un seul ministère de la famille pour s'occuper. Mais quel est le pilier central d'une famille? Le pilier central d'une famille, c'est l'enfant. Ce n'est pas tant le père, ce n'est pas tant la mère. Mais à un moment donné, on se rend compte que le père et la mère d'abord ne sont père et mère que parce qu'ils ont des enfants. Donc l'enfant devient la priorité. Mais dans un monde où l'enfant devient la priorité, et avec le modèle social qui est le nôtre, parce que n'oubliez pas, quand on parle du nouveau monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui ne fait pas de cadeaux. Nous sommes dans un siècle qui vient défier notre force d'âme en tant que peuple et en tant que nation. Et le rôle de l'État, c'est d'attirer la responsabilité de chacun sur ce que nous voulons faire. Alors moi, ma ligne politique est que nous devons changer ce système social et économique qui nous tue à petit feu. Quel est ce système? C'est-à-dire que depuis 30 ans, et c'est là, c'est en ce sens que je comprends la vision du gouvernement. Depuis 30 ans, nous avons quel système social? Un système social qui produit une croissance économique molle. Hein? Nous avons un système social qui nous a conduit à des milliards d'endettements. Nous avons, et ces dettes, soit nous arrivons à les liquider, ou nous les laissons pour les générations à venir. Un système social qui produit des millions, qui a produit des millions de jeunes qui sont au chomage. Vous pensez que c'est la faute Je pense que c'est parce que nous n'avons pas la maîtrise de notre destin. Non. Je le dis encore, il ne faut pas voir cette question de façon statistique. Je pense que nous n'avons pas encore la maîtrise de notre destin. Et on ne peut, si on n'a pas la maîtrise de notre destin, nous ne pourrons pas avoir la maîtrise de nos finances publiques. Et pour avoir la maîtrise de notre destin, il faut avoir la maîtrise de l'évolution de notre population, de son taux de croissance. Parce qu'un enfant qui naît, allez-y. Un enfant qui naît, madame, aucun parent n'a jamais fait un enfant sans tenir compte de l'accompagnement de l'État. Parce que les parents mettent au monde des enfants, je suis d'accord, mais de l'éducation de l'enfant, de sa survie, de sa formation, de son encadrement à être un bon citoyen et à avoir demain une situation qui lui permet d'être utile non seulement à lui-même, à sa famille, à sa communauté, à sa nation. Tout ça se base sur l'État. Et donc, notre État ne peut pas continuer à faire de la planification si nous ne maîtrisons pas ce taux de croissance. Il faut être réaliste. Madame Tatiana Ontonji, il y a déjà des programmes de planification des naissances chez nous au Bénin. Est-ce qu'aujourd'hui ça a été évalué? Et est-ce que, à quoi peut-être est dû leur échec? Est-ce que ces programmes ont déjà échoué? Est-ce qu'on peut dire que les programmes, ça n'a pas marché? Bon, déjà, moi, je ne dirais pas que ces programmes ont échoué. Tel que je l'avais dit tantôt, il y a des efforts qui ont été faits. Oui. Seulement que ces efforts n'ont pas pris, n'ont pas eu l'ampleur et espérée. Ce qu'on attendait de ces programmes de planning familial, les estimations, les retours chiffrés, quantifiables qu'on a ne permettent pas de dire que oui, ça évolue, ça porte comme on le voudrait. Déjà, et c'est dû à quoi déjà? Il y a les réalités socioculturelles qui nous entourent, nos traditions, nos cultures, nos croyances, qui ont la racine vraiment dure, telles que Monsieur Fouenou l'a dit déjà, la famille est importante à la société déjà, en ce sens qu'elle est un noyau, c'est à l'image de la société que les familles évoluent et c'est à l'image des familles que la société elle-même évolue. Et pour n'importe quelle décision, nous ne devrions pas nous écarter de nos valeurs-là qui nous ont vu naître avec le pays, au fait. Tant que les politiques, les actions gouvernementales ne vont pas vraiment prendre en compte chacune de nos réalités. Quand je dis chacune de nos réalités, ce n'est pas que la religion, ce n'est pas que la tradition, c'est une vie qui emballe tout le monde. En fait. Et j'ai envie de vous poser une question, puisque vous avez fait un DEA sur réduction des naissances dans les familles à Cotonou, entre leurre et réalité. Au bout de vos recherches, c'est un leurre? Quelque part, ça ressemble à un leurre. Pourquoi je dis ça? Il y a une baisse tendancielle à Cotonou, si je prends le cas de Cotonou, qu'on observe. Même si je prends le cas du Bénin, on a quitté 8 enfants
dans les années 1982 à 5 ans vacille autour de 4 5 aujourd'hui. Donc il y a une évolution, même si elle n'est pas explosive, il y a quand même une baisse tendancielle. Maintenant, ce sont ces réalités dont je parle. Je n'aime pas parler de pesanteur ni de barrière parce que c'est nos valeurs, c'est nos cultures, c'est nos traditions. D'abord, l'enfant représente un statut. C'est l'enfant qui définit l'existence même de l'être, de l'homme et de la femme au sein de la société à partir du moment où il s'insère le cercle familial. Oui. Quand je parle de mariage et qu'il n'y a pas d'enfant, c'est qu'il n'y a pas famille. Vous voyez, donc il y a une valeur importante qu'on accorde, qu'on attribue à la famille dans notre société béninoise. Et indépendamment des sensibilisations et des politiques, les gens veulent nécessairement en avoir, même si c'est un seul, on fait tout pour en avoir. Maintenant, pour ceux-là qui ont maintenant l'unique enfant, ils veulent maintenant, il y a la question qu'il y a autour des sexes de l'enfant. On sait bien qu'on est, si c'est une fille, on est dans une société patriarcale et c'est l'enfant. Il faut conférer un statut, il faut vivre à travers l'enfant au fait. Donc je dois avoir l'enfant mâle qui va porter haut mon nom, qui va me permettre de pérenniser moi ma lignée. Donc si les gens ont 1, 2, 3, 4, 5 enfants et qui n'ont pas encore l'enfant mâle, ils sont tentés de continuer. Même si le désir de départ n'était pas d'aller au-delà de 2 peut-être, voilà les contraintes culturelles, les croyances qui empiètent sur le désir de réduction. Par exemple, même dans le rang des intellectuels, même dans le rang des personnes qui ont un niveau de vie assez élevé, ils sont tentés d'en avoir s'ils n'ont pas réuni. Tant qu'ils n'ont pas réuni les 2 sexes au sein de leur ménage, ils sont tentés d'en avoir. Et même si vous désirez ne pas du tout en avoir, il y a le poids de l'entourage, le poids de la belle famille, de la société, le regard social même qui vous déchire entre griffes, que si vous évoluez professionnellement et que vous n'êtes pas marié ou que vous n'avez pas d'enfant déjà, ça fait qu'on ne vous accorde pas, on ne vous attribue pas un statut assez élevé d'être humain ou bien de femme. Alors, Fred Renou, limiter les naissances, en fait, est-ce que ça ne viendra pas naturellement? Vous êtes acteur politique, vous êtes au contact avec la base. Est-ce que vous pensez que les Béninois et les Béninoises sont prêtes pour ça? Écoutez, comme je le dis, tout dépend de l'époque dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une époque où nous ne sommes préparés à rien, mais nous sommes obligés soit de nous adapter ou de subir. La question, vous demandiez tantôt à la dame si la planification des naissances a échoué. Oui. Je ne dirais pas qu'elle a échoué, mais cette planification, elle a été avancée depuis des années, juste en tenant compte de la liberté de chaque famille. Aujourd'hui, nous sommes face à une réalité économique. Madame parle si bien de l'aspect sociologique de la chose, des pesanteurs socio-culturels de notre pays. Mais aujourd'hui, il s'agit des questions économiques, des questions de développement. Madame, les chiffres sont à l'issue suivante. Nous avons plus de 2 millions de jeunes qui sont sans emploi dans notre pays. Nous avons plus d'1 million d'adolescents, c'est-à-dire qui n'ont pas 18 ans et qui ne se retrouvent ni à l'école, ni en apprentissage. La responsabilité est à qui? Est-ce un problème de gouvernance de l'État? Non, c'est un problème, c'est tout le problème d'un système économique et social qui est usé. Et un système, ça se change. Alors moi, je vois cette perspective d'assises nationales pour parler des naissances, pas comme une volonté de contrôler les naissances dans chaque famille, mais je vois ça comme une prise de conscience de la responsabilité d'être parent. Être parent aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour la beauté du geste, mais être parent aujourd'hui, chaque Béninoise et chaque Béninois doit savoir que être parent aujourd'hui a des conséquences aussi sur notre pays, des conséquences sur notre État. Donc consciemment, c'est comme une famille. Madame, si je suis dans un foyer où mon épouse et moi gagnons 100 francs, et que nous décidons d'avoir 4 enfants, nous devons savoir que nous sommes appelés à répartir les 100 francs par les 4 enfants. Mais si nous décidons d'en avoir 6, si nous décidons d'en avoir 8, pendant que nos revenus n'évoluent pas, qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que nous sommes en train de construire la pauvreté. Ce même État qui craint que la répartition ne suffise pas, pourquoi il ne crée pas suffisamment d'emplois
pour que, en tant que famille, nous subvenions, en tant Parce qu'on a qu'individu... l'impression que c'est une fuite de responsabilité Et de l'État. que finalement, en fait. la population devient une menace pour le développement. Voilà. Oui, madame, mais vous savez que le rôle de l'État, ce n'est pas de créer des emplois. C'est de mettre en place les conditions pour que nous ayons, que chacun de nous puisse entreprendre ici. L'État assume son rôle régalien, l'éducation. Et l'État ne peut pas planifier aujourd'hui l'éducation sans savoir le nombre d'enfants que nous scolarisons à l'âge de 5 ans et sans être sûr que ces enfants aient l'école à 0 francs et que ces enfants puissent finir leur étude universitaire ou aller en apprentissage jusqu'à un certain niveau. Le second rôle, c'est d'assurer la santé. Le rôle de l'État, c'est d'assurer la santé. Le troisième rôle de l'État, c'est de mettre en place les conditions normales pour que chacun, ayant étudié, diplômé ou ayant suivi une formation, puisse exercer. Et là, ce que vous dites, vous êtes en train de faire appel à quoi? C'est ce que j'appelle le modèle économique et social. Parce que, qu'est-ce que notre modèle a fait? Qu'avions-nous fait depuis 30 ans? On n'a pas besoin de faire le doctorat pour savoir. Relisez seulement les projets de société des 4 présidents que nous avons eus depuis l'ère du renouveau démocratique. Vous comprendrez qu'à chaque fois, ils ont posé le mauvais diagnostic. Parce qu'on n'a jamais voulu régler la question de fond. La question de fond, c'est qu'on ne peut pas développer notre pays sans changer notre modèle social, sans avoir la maîtrise de notre destin. Et pour avoir la maîtrise de notre destin, il faut connaître les populations, le taux de population que nous avons. Madame, vous voulez dire que nos États sont incapables de définir le taux de population? Je voudrais dire que nos États n'ont pas la maîtrise de leur destin parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler l'évolution de leur population. Et parce qu'ils n'ont pas la maîtrise. C'est une réalité. Sur certains aspects, nos États ont échoué. Bien sûr, parce que bien sûr, c'est pour ça que nous en sommes là. C'est pour ça l'époque dans laquelle nous sommes, nous subissons. Et ce n'est pas seulement le Bénin, c'est toute l'Afrique qui subit. Mais vous ne vous demandez pas. Ce qui me dérange, c'est qu'on a l'impression que ce besoin de revoir la croissance démographique n'est pas africaine en fait. Et du coup, je me dis, mais... Oui, mais madame, il y a tellement de choses que nous disons qui ne sont pas africaines et qui font que nous subissons. Lorsque nous sommes rentrés dans un monde où les frontières n'existent plus, lorsque nous sommes rentrés dans un monde de volatilité, de flux économiques, mais dans ce monde qui est un monde en crise, regardez, nous sommes dans un 21e siècle qui est un siècle de crise. Crise du rouble, crise de l'euro, crise du yuan, crise de subprime. Nous avons tellement de crises qui font que notre continent et nos pays, qui sont de petits pays, sont en arrière. Pourquoi, madame? Donc finalement, parce que nous n'arrivons pas à nous adapter. Finalement, les autres, ils connaissent leur richesse. Parce qu'on n'arrive pas à nous adapter, les autres nous dictent ce qu'il faut faire. Mais c'est notre faute à nous tous. Et non seulement aux populations, mais attendez. C'est bien partagé la responsabilité. Oui, elle est partagée entre dirigeants, gouvernants et population. Maintenant, les gouvernants n'ont pas la main libre tant que nous ne considérons pas ce qui nous arrive comme un défi national. J'ai l'habitude de dire que le problème de notre pays, c'est une absence d'horizon commun. Une absence d'horizon commun. Nous n'avons pas un horizon commun. C'est-à-dire qu'entre dirigeants et entre peuples, nous n'avons pas d'horizon commun. On remarque avec effroi aujourd'hui que plusieurs États africains sont pour cette politique de contrôle de la croissance démographique. Bien sûr. Et moi, je me dis, mais comment est-ce qu'au nom du développement ou de la survie, les pays du tiers-monde se voient imposer des politiques de croissance démographique? Non. Que devient notre souveraineté? Non, madame. Et nos valeurs. Nous ne pesons pas. En matière de richesse, nous avons des richesses. Mais nous avons encore une économie du 17e et du 18e siècle dans nos États africains. Et nous avons une croissance parce que nos parents, nos grands-parents, nous avions passé tout le temps à dire l'enfant c'est la richesse. Et pourquoi l'enfant c'est la richesse? Parce qu'à l'époque, ils étaient dans une agriculture, même pas une agriculture de rente, mais une agriculture de subsistance. Et on a fait des enfants de façon pléthorique. Et nos générations qui... On a fait des enfants de façon pléthorique pour avoir de la main-d'œuvre. Pour répondre à quoi? Oui, pour se suffire... On était de grands royaumes en Afrique. Juste parce qu'on n'avait pas des ambitions. Si nous étions de grands royaumes, nous n'aurions pas perdu toutes les guerres. Nous sommes devenus colonisés parce qu'à un moment donné, nous avons perdu la guerre. Nous sommes devenus colonisés parce qu'à un moment donné, nous étions encore à la roue et au coupe-coupe pour lutter, au moment où les autres avaient déjà des poudres à canon. Non, la réalité du monde. Et c'est ça que nous subissons au XXIe siècle. Parce que depuis l'an 2000, nous sommes rentrés dans la mondialisation. La mondialisation, c'est que chaque grand pays qui agit, quand il agit dans un domaine, ça influence tous les autres pays. Madame Tatiana, nous n'arrivons pas à nous en sortir. Madame Tatiana Moutonji, alors dans d'autres États africains,
des méthodes sûrement ont été utilisées pour la régulation des naissances. Est-ce que vous avez documenté le fait et qu'en est-il du taux de réussite? Pour les pays africains, c'est toujours sur la thématique de la paternité responsable, maternité responsable, procréation responsable. C'est autour de cette thématique que des sensibilisations ont été vraiment propulsées pour pouvoir toucher les consciences afin que les familles d'elles-mêmes décident de réguler leur naissance via les méthodes mises à leur disposition, c'est-à-dire le planning familial. Mais la Chine, par exemple, a essayé de limiter les naissances. On a l'impression que la Chine fait un recul. La Chine a été drastique par rapport à sa politique. Moi, je dis, c'est pas parce qu'on parle de globalisation, de mondialisation, de modernisation, d'occidentalisation, d'ouverture au monde extérieur qu'il faut adopter les choses que nous voyons pour adopter. Eux, ils ont leur réalité. Et les mesures qu'ils prennent ne sont pas sans conséquences sur des vies humaines. Déjà, quand on parle de la question de limitation des naissances ou même de la question de la procréation, on touche les bases même du fondement de la vie. On touche les valeurs morales, on touche l'éthique humaine même, puisqu'il s'agit de la procréation. C'est un droit naturel déjà. La procréation, c'est un droit naturel. Je dis que la précarité dans laquelle la population vit déjà, c'est ça même, le nœud, c'est ça même qui sera le déclic qui va faire changer davantage les choses. Moi, je le dis, je le répète. C'est pas parce que nous n'évoluons pas rapidement que du point de vue démographique, des efforts n'ont pas été faits pour pouvoir atteindre une réelle transition démographique. Et à l'heure où nous sommes même, la problématique n'est même pas encore réelle. Pour qu'on puisse interpeller la population, pour qu'on puisse leur demander de réduire ou bien de... Non, je ne pense Monsieur pas. Renaud, vous avez... Permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Okay. Je dis qu'il faut aller vers la cause des causes. D'accord. Quelle est la cause des causes? Oui, la cause des causes, c'est de toucher, selon moi, ces programmes d'action de développement. C'est de les toucher, C'est pas de bons programmes d'après vous? Je ne dis pas que ce n'est pas de bon. Il faut veiller à leur concrétisation effective jusqu'au bout. Parce que si toutes les conditions sont vraiment réunies, c'est quelque chose. Le développement, c'est tout un processus qui prend et qui rentre même dans les consciences. Si nous n'avons pas l'éducation, si jusqu'à présent les objectifs de développement durable, les 17, n'ont pas été encore atteints à 100%, nous ne pouvons pas nous attendre à un développement humain durable. Merci. Alors, Madame. Oui, Madame disait tantôt que la réalité n'est pas encore palpable. Mais pour des gouvernants, pour des dirigeants qui sont visionnaires, qui n'attendent pas, parce que notre but, Madame est dans son rôle, elle est de la société civile, elle est sociologue. Le but d'un acteur politique, c'est de régler les problèmes d'aujourd'hui, pas de les conduire pour les générations futures. Et le monde dans lequel nous sommes, les réalités que nous vivons, les réalités de notre pays, Madame, nous sommes 12 millions de Béninois. Et quand nous sommes 12 millions de Béninois, qu'est-ce que nous avons préféré jusqu'à présent? En matière d'emploi, vous parliez tout à l'heure. Parce que c'est là la cause. C'est que nous n'arrivons pas à mettre tous nos enfants au travail. Nous n'arrivons même pas à leur assurer une éducation décente. Et après, quand ils finissent, nous n'arrivons même pas à leur assurer l'encadrement culturel qu'il faut. Regardez la génération qui vient après la mienne, qui est la génération de nos jeunes frères. La plupart de nos jeunes frères, soit ils sont rentrés dans la cybercriminalité pour s'en sortir, parce que l'école n'offre plus de perspectives, parce que la société et l'État, quand je dis la société, je dis l'État, la famille, tout le monde, n'ont plus de perspectives. Nos jeunes sœurs sont rentrées dans la prostitution en griffe. Et ça défie notre société. Les conséquences sont déjà là. Comment est-ce qu'une société en arrive pour que ces bras valides prennent ce chemin? Mais vous ne voyez pas à quel point c'est scandaleux que la classe politique a échoué? Parce que quand on a l'impression que c'est la classe politique qui a échoué. C'est vous qui avez échoué en fait. Qui remet en fait les erreurs sur les populations. Madame, nous, on n'est pour rien. Pendant longtemps, les politiciens ont détourné. Madame, il y a des détournements. Voilà, ce qu'on était réservé à la jeunesse a été utilisé à d'autres fins. Bah, nous y voilà.
Madame, mais maintenant, je c'est ne à nous de dénie payer pas. le prix fort des erreurs que, Madame, les gouvernants ont commises. Je n'ai compétences, en je fait, ne dénie C'est quand pas. même bizarre. Je du ne coup. dénie pas que depuis 30 ans, depuis l'ère du renouveau démocratique dans notre pays, qu'il y a eu des approches qui n'étaient pas correctes. Je ne dénie pas que des politiques n'ont pas échoué dans leur diagnostic et dans les solutions qu'ils devraient apporter. Madame, mais aujourd'hui qu'on veut les corriger, pourquoi est-ce que sommes-nous à l'heure de regarder dans le rétroviseur ou de regarder en avant? Alors, La question c'est comment on règle ces problèmes. mais où est l'urgence? Où est l'urgence, monsieur Madame, Renaud? L'urgence, Oui. c'est que nous ne pourrons pas traverser ce siècle si nous ne nous prenons pas au sérieux. Vous savez, c'est un siècle si particulier où les États qui n'arrivent pas à s'adapter disparaissent. Comment faire pour se maintenir à flot? Nous ne pesons dans rien, ni dans les échanges commerciaux, ni dans l'économie, ni dans l'Internet. Nous ne pesons dans rien. Madame, mais ça viendra... On fera notre, Madame, notre petit bonhomme de chemin. Madame, ça ira. viendra naturellement quand nous sommes au XXIe siècle et l'Afrique a encore une économie du XVIIIe siècle. Alors, vous savez, nous avons 3 siècles de retard sur les autres, alors que notre monde est déjà devenu un village. 3 siècles de retard sur les autres. Mais madame, nous ne pourrons pas continuer à tendre la main aux autres. Vous n'êtes pas d'accord apparemment, madame? Nous avons 3 siècles de retard économique et industriel. Madame. En termes de développement, Oui. il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'avancée. Madame, ce sont les baragouins. Non, attendez. Au fait, Monsieur Ce sont les baragouins laissez-la parler. sociologiques Laissez-la qui parler. voudraient qu'on ne compare pas les civilisations. Non. Le monde a toujours comparé les Chaque civilisations. civilisation évolue à son rythme. Et ces civilisations qui ont eu à évoluer n'ont pas eu à tenir des propos du genre. Pas du tout. Non. Madame, ils ont travaillé. Ils Ah, travaillent. ceux à qui- Vous avez dit qu'ils ont travaillé. Mais ceux à qui nous tendons la main, ceux à qui nous tendons la main aujourd'hui, mais madame, est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous vous rendez compte que la plupart de nos États africains, le Bénin ne fait pas exception Est-ce que à cela, finalement- nous vivons sous le dos des pensions des autres. Est-ce que Vous imaginez? finalement, monsieur Renaud, C'est-à-dire que quand ils ont monsieur fini de Fred travailler Renaud, et ce monsieur qu'ils ont Fred Renaud, cotisé, c'est ça monsieur qu'on Fred prend Renaud, monsieur pour nous Fred faire des Renaud, prêts, pour nous développer. Est-ce que Ça n'a pas de finalement temps, ce n'est pas, est-ce que possible. finalement, monsieur Fred Renaud, pour être honnête, est-ce Oui. que ce n'est pas véritablement, est-ce que ce n'est pas le véritable problème? Nous sommes devenus aujourd'hui, dans les États, nos États africains, nous le Bénin, Oui. très friands des prêts et des annotations madame, et tout. Est-ce mais que finalement, justement- pour obtenir des prêts, les institutions qu'on sait imposent ne nous imposent madame, pas d'aller dans ce sens de l'obtention? Madame, soyons réalistes. C'est vrai, moi je suis politicien. La politique, c'est parfois le ciel des idées. Mais c'est aussi la réalité de la terre. Madame, soyons réalistes. Nous n'avons pas de richesse naturelle. Nous n'avons pas de... Nous n'avons pas de Madame, richesse naturelle. Nos enfants. Madame, Madame, nos enfants. non. Ah. Encore que vous parlez... Mais le monde est surpris. Vous parlez de la richesse de l'Afrique. Lorsque on Donc voit un l'Afrique continent... l'Afrique n'a pas de Mais- richesse. Non, C'est grave ce que vous dites. non, je ne parle Non, pas. il Quand n'a je pas- dis il n'a n'avons pas- pas de richesse, je ne Oui. parle pas de l'Afrique, je voulais parler de notre pays. Ah, donc le Bénin n'a aucune richesse. Mais madame, quelle richesse nous avons Et nos terres? qui nous permet de... Nos terres, Oui. vous Et voulez non, les de cultiver perma. à la roue et au daba? Ah, donc Lors de on n'a pas perma. d'élite qui puisse réfléchir À la roue et sur... là-bas? Non. Mais M- madame, monsieur si nous Franck avons Renaud. des élites capables Oui. de nous créer des machines, il faut encore les industrialiser. Il faut encore les perfectionner. Et là encore, nous avons besoin de ressources pour le faire. Mais pourquoi vous n'êtes pas réaliste? Madame, nous avons besoin de ressources pour le faire. Est-ce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, vous parlez de la Chine, des États-Unis et de la France? Vous savez que nous sommes concurrents. Nous allons sur le même marché. Parce qu'aujourd'hui, les marchés n'ont plus de frontières. Et à partir de ça, quand est-ce qu'on les concurrence? Si nous continuons, s'il vous plaît, madame, si nous continuons de faire des enfants sans nous poser la question, qu'est-ce qu'ils deviennent dans 10 ans? Je veux que chaque père et chaque mère commence par se poser la question. Mon enfant, qui a 12 ans et que je regarde, qu'est-ce qu'il est dans 10 ans? Mais retournons à l'éducation. Mais- Pourquoi voilà, Oui. éduquons les enfants. Dans 10 ans, éduquons les parents dans pour 10 ans, qu'est-ce qu'il devient? Oui. Parce que dans 10 ans, je faiblis, je n'aurai plus la même énergie de me battre comme je peux. Mais dans 10 ans, lui devient quoi? Si dans 10 ans, je ne suis pas encore arrivé à lui créer un cadre pour que lui puisse construire la vie qui est la sienne. Dans 10 ans, qu'est-ce que nous deviendrons? Monsieur Fred, Dans 15 ans, dans j'ai 20 bien ans, envie de vous il poser la faut question avoir- de savoir, est-ce que vous aviez eu contact avec des documents qui ont évalué l'évolution de la relation entre dynamique démographique et disponibilité des ressources naturelles, énergétiques et alimentaires? Bien Dites-moi. sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça dit quoi? Madame, C'est déjà- Madame, c'est- la réalité politique de notre pays Oui. est que les richesses dont nous disposons
en matière de ressources naturelles, d'accord? Oui. Vous parlez de terres cultivables, vous parlez de quelques ressources que nous avons et que nous n'arrivons pas à exploiter parce que la quantité n'est pas suffisante. Pourquoi nous sommes un pays essentiellement fiscal? Et voilà ce que nous avons fait. Au lieu de chercher ces 30 dernières années à assouplir le marché de l'emploi, assouplir le marché de l'emploi revient à quoi? À contrôler ce que nous mettons sur le marché de l'emploi. Nous avons préféré les impôts. Nous avons réglé la question du chômage par les impôts. C'est-à-dire, nous avons laissé le chômage évoluer et nous avons demandé à chacun de se saigner plus pour payer plus d'impôts. Parce que l'État a besoin de ces ressources pour avancer. Nous, si les assises échouaient, ça peut jouer, les assises nationales. Oui, les ça assises. Ça fera très mal, finalement. Ah ben oui, parce que une fois de plus, mon diagnostic sera juste, c'est que notre problème repose sur une absence d'horizon commun. Nous n'avons pas un horizon commun. C'est-à-dire que toute la nation ne se dit pas. Mais ça ne vient pas comme ça. Oui, mais ça vient dans le dialogue. Voilà, mais ça vient, et c'est pour ça les assises. Ça vient dans le dialogue. Et des gens comme vous, non seulement vous êtes des femmes, mais vous êtes des femmes lettrées, instruites, et vous êtes encore des journalistes. Vous avez une obligation. Ce débat, je dis, il passera plus si les femmes commencent à prendre conscience. Parce que vous êtes des mères. Et c'est vous qui mettez au monde les enfants. Et même à 40 ans, 50 ans. Oui, non, attendez, c'est pas ça. Même à 70 ans, vous dites, mais qu'est-ce que mon enfant devient? Même à 70 ans, les mères continuent de se plaindre pour leurs enfants. Alors, pourquoi continuer de faire des enfants dont nous n'avons pas la garantie? Le peu qu'on a fait, vous ne leur avez pas encore trouvé des emplois. Est-ce que chaque mère et chaque père peut-il se taper la poitrine pour dire, mon enfant, dans 20 ans, il sera ceci. Parole à vous maintenant, Madame Tatiana. Les 1300 personnes qui nous suivent en direct, c'est pour dire que le débat intéresse beaucoup les politiques sont les familles, évidemment. Aujourd'hui, sur les assises nationales, sur la croissance démographique au Bénin, pertinence et lien avec le développement. Allez-y, madame. Oui. Je reviens toujours sur la question des programmes d'action de développement. Revoyons la manière dont nous mettons en place ces différents programmes, revoyons la manière dont nous évaluons ces programmes, revoyons la manière dont nous mettons réellement en place ces programmes. Voyons la manière dont nous accompagnons ces programmes, la manière dont nous veillons à leur efficacité sur le terrain. Parce que moi je dis la cause des causes tourne autour des différents programmes d'action de développement. Nous avons parlé, nous avons dit que les mères sont au cœur. La femme est au cœur des questions démographiques. Oui. Parce que quand on parle de fécondité, de natalité, c'est la femme qu'on touche du doigt. Nous avons dit qu'il y a des zones encore rurales au sein desquelles la fécondité est élevée. Accordons, faisons tout pour qu'il y ait l'instruction pour tous et pour toutes. Faisons tout pour qu'il y ait l'alphabétisation des femmes. Faisons tout pour autonomiser économiquement les femmes. Accordons le pouvoir et voyons si il n'y aura pas de changement. Il y aura nécessairement de changement. Cherchons à vraiment développer. Cherchons vraiment à viser le développement pour tous. Est-ce que vous ne voyez pas, finalement, M. Kouenon, qu'il y a des enjeux politiques et géopolitiques qui révèlent finalement et qui sous-tendent finalement cette question de démographie? Mais oui, c'est naturel. Nous sommes dans un monde géopolitique. Et ne pas tenir compte de ça, c'est refuser le développement. On ne peut pas avancer dans ce monde sans tenir compte du progrès que le monde est en train de faire, sur le plan scientifique, sur le plan économique et sur les plans technologiques. C'est-à-dire que tout ce que nous disons est lié, intrinsèquement lié à notre développement. Quel est le modèle de développement que nous voulons avoir? C'est-à-dire quel est notre modèle social économique? Et notre modèle social économique, nous ne pourrions pas connaître le développement. C'est-à-dire que, de façon terre à terre, nous n'arrivons pas à nourrir tous les Béninois. Tous les Béninois n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Tous les Béninois n'arrivent pas à se faire former, à se soigner, à se loger, à s'instruire, à se vêtir. Pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? Entre autres contingences, c'est-à-dire qu'il y a une inadéquation entre les ressources dont nous disposons pour offrir tout ce confort à tous les Béninois et en fait le nombre que nous faisons à partager ces ressources. Donc, je suppose, on parle de limitation des naissances, on parle de limitation de la fécondité. Comment cela, pensez-vous, pourra être diffusé? C'est-à-dire que, vous voyez, quand un foyer fait un enfant aujourd'hui,
à 5 ans, cet enfant, quelle est la planification de l'État? Cet enfant doit commencer l'école à 5 ans. sûr. Et il reste à l'école pendant 10 ans, il engage des diplômes, et l'État doit mettre en place un dispositif qui lui permet, une fois qu'il a fini, de rentrer dans le tissu économique et le tissu social, quitte à décohabiter avec les parents, à se mettre en couple lui-même. Justement, ce que l'État a déjà du mal à faire. Mais avant que cet enfant ait 5 ans, on a déjà fait 2, 3 autres enfants derrière, parce que chacun de nous disons, c'est notre droit. Et à l'arrivée, on se plaint qu'on a fait des enfants qui ont été à l'école, qui ont fait l'apprentissage et qui sont au chômage. À la fin, on se plaint qu'on a des enfants qui ont fait le choix de la facilité et qui se retrouvent à la prison. Vous ne répondez pas à ma question, M. Renou. Vous demandez, oui. Est-ce que ce n'est pas lié au développement? Non, et tout ce qui est lié pour limitation des naissances, oui. limitation de la fécondité, oui. Comment est-ce que vous pensez que cela sera diffusé? Mais d'abord par la conscientisation et par toutes les mesures qui seront mises en place pour permettre la faisabilité. Je dis encore... Les assises, il faut bien... Des mesures coercitives, comme l'a annoncé M. Patrice Talon? Non, je ne parlerai pas encore de mesures coercitives. S'il y avait des mesures coercitives, on n'irait pas aux assises. Mais si on demande d'aller aux assises, c'est un dialogue national. Ça voudrait dire que chacun pourra... Si les assises échouaient, on peut revenir aux mesures coercitives. Ben, écoutez... ça ne vous dérangerait pas? Qu'on revienne à des mesures coercitives? Oui. Apparemment non. Dans quel sens? Dans quel sens? Non, mais tout le monde connaît la définition de mesure coercitive, M. Renou. Ben oui, mais s'il faut en arriver là... Mais écoutez, si de façon consciente, nous ne voulions pas nous adapter, mais de façon coercitive, nous allons devoir le faire. Avec ces risques, évidemment. Mais écoutez, madame, la loi, c'est la loi. Mais vous imaginez une société qui soit régie sans loi? Dans le Bénin d'aujourd'hui, la loi, c'est la loi. Mais même dans le Bénin d'hier, ça devrait être comme ça. La loi devait être la loi. Madame, c'est quoi une société? C'est un ensemble de personnes, différentes éducations, différentes cultures, qui décident de se mettre ensemble. Et pour nous, républicains, madame, nous disons toujours qu'il y a un talisman qui nous permet de rester debout. C'est que chacun de nous doit considérer une entité collective, qu'est le Bénin, qui préexiste à sa propre identité. Si chacun... Parce que les Béninois pensent... Mais c'est là toujours la question. La question c'est, est-ce que les Béninois pensent ainsi? Madame, quand les Béninois pensent mauvais, il ne faut pas qu'on le dise parce que c'est Béninois. Oui, c'est autorisé à penser mauvais. Vous disiez tout à l'heure, nous nous retrouvons sous les autres qui nous imposent leur guitare. Oui, mais ça s'est passé il y a plus de 300 ans. Nous avions perdu. Si nous n'avions pas perdu les guerres de colonisation, si nous n'avions pas perdu, nous ne serions pas là. Nous avions perdu. Donc, il faut se rendre compte de cela et avancer. Et donc, parce que nous avions perdu, il faut abdiquer tout le restant de notre existence, finalement, en tant que peuple. Ce n'est pas abdiquer, c'est notre manière de ressortir la tête de l'eau, parce que les autres sont en avance. Mais est-ce que vous saviez que dans ce monde, ceux qui sont en arrière n'ont pas de place, qu'ils n'existent pas, qu'ils subissent? Est-ce que vous saviez ça? Dans cette même lancée, vous voulez créer un monde d'une frange de la population qui sera encore en arrière. En pensant de cette manière, le projet sera toujours là, parce que ces décisions vont en profiter à toute une frange de la population et une autre frange de la population restera... Quelle est la frange qui n'en profitera pas? Dites-moi. Déjà, quelle est la frange qui n'en profitera pas? Qui souffre déjà. De quoi? Il y a le niveau de vie qui n'est pas le même pour tout le monde. Et c'est pour relever ce niveau de vie. On ne va pas vouloir relever le niveau de vie en allant contraindre la population à un droit vital qu'est la procréation. Mais attendez, mais à quoi servirait-il d'avoir des enfants et d'être incapable de les nourrir et de se plaindre chaque jour? Est-ce que l'État devrait déjà commencer à être responsable lui-même? Pendant 30 ans, pendant 30 ans dans notre pays, pendant 30 ans dans notre pays, nous avions dit, madame, l'État-providence est mort. Pendant 30 ans dans notre pays, nous avions dit, les citoyens, l'État vous doit tout, vous ne devez rien à l'État. Mais nous devons tout à l'État. Parce que l'État, mais nous devons tout à l'État. L'État parce que c'est nous. Madame, elle dit que... Mais ça va affecter qui, madame? Qu'on dise que chaque famille doit avoir... Je donne un exemple. Même si on devait arriver à la coercition. 3 ou 4 enfants. En quoi est-ce que cela affecterait la vie d'autres personnes? D'autres qui devraient venir, qui ne viennent pas. Mais d'autres qui devaient venir, qui ne viennent pas. Madame Routonji, monsieur Fratrenou, laissez madame Routonji parler. Tout ce débat va déjà en contradiction
avec les clauses qui ont été issues de la conférence internationale sur la population et le développement en 1994 autour des questions de population. Et justement, c'était ma question pour vous. Nous avons une politique de population. Et finalement, sur quoi se fonde-t-elle et comment est-ce qu'on la déploie aujourd'hui si on en arrive à parler de réduction des naissances? Lors de ces différentes assises auxquelles le Bénin a adhéré, oui, il a été défini la question de santé reproductive. On a parlé de la santé de la reproduction pour en arriver également à la planification familiale. Dans ce cercle qui vise le bien-être, le plein épanouissement de la population, on a défini cette santé de la reproduction, ce droit qu'a les hommes et les femmes de reproduire, une certaine liberté de pouvoir le faire aussi peu qu'ils le désirent, et aussi plus s'ils le désirent. Et tout cela en étant accompagné par les a dit maintenant que les populations en fait, abusent de ce droit-là. Je pense qu'ils ont oublié tout ça. C'est un peu comme ça. Non, est-ce que les populations abusent de ce droit? Déjà, la procréation même répond à tout un ensemble de processus du point de vue social, économique, politique, culturel, technologique, technique, tout. Il y a tout un ensemble de réalités qui militent en faveur ou en défaveur de la procréation. Bien sûr. Et c'est sur ça qu'il faut vraiment travailler. C'est pourquoi je dis, quand tout état est de conscience, il faut forcément retourner vers nos programmes d'action de développement, nécessairement. Parce que les gens ne sont pertinents. Si les programmes sont pertinents, mais si cet ensemble reste encore dans l'ignorance, parce qu'ils n'ont pas accès à l'éducation, parce qu'elles ne sont pas alphabétisées, elles n'ont pas l'éducation. Il faut avoir l'éducation pour comprendre même. Autonomisons les nôtres et tout se réglera de façon naturelle. Quand on parle même de paternité responsable, de procréation, les gens ne comprennent pas pour pouvoir même adhérer à la chose, au concept même. Il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils aient l'éducation. Est-ce que vous ne savez, vous ne pensez pas, mais sur que Madame Moutondi a raison et que... Sur l'aspect-là, quand même. Je n'ai jamais dit que Mme Moutondi a tort. Mais ce que je lui dis, elle se focalise exclusivement sur l'aspect sociologique et culturel. Oh, oui, je suis d'accord. Mais en même temps qu'elle souffre, que moi-même je sois à ses côtés pour l'aspect économique. C'est-à-dire que... Et politique. Le développement n'est pas que économique non plus. Non, je suis d'accord. Le développement n'est pas que... Je suis d'accord, le développement n'est pas que économique. Mais les réalités dans lesquelles nous sommes nous montrent que, en réalité, en nous basant sur les cultures qui ont été les nôtres jusqu'à présent, tous nos projets n'ont jamais atteint les objectifs. Parce qu'il y a une base qui n'a jamais été touchée. Notre base sociale et notre base économique. Et c'est là qu'il faut en arriver aujourd'hui. Est-ce que dans d'autres États africains, oui, d'ailleurs dans d'autres États africains, le choix a été fait pour une réduction des naissances? Est-ce que vous en aviez connaissance? Madame, est-ce que vous avez essayé d'évaluer pour voir quel sera le taux de réussite? Parce que les pays africains se ressemblent. La conception politique qui est la mienne, ce n'est pas de systématiquement tricher ce que les autres ont fait. Non, nous sommes à une époque d'innovation et que chaque réalité, chaque pays a ses réalités. Et donc l'innovation des autres peut ne pas porter les fruits. Il n'y a plus d'innovation aujourd'hui parce qu'on parle d'un programme de réduction de naissances qui est adopté par plusieurs États. Le programme n'est pas systématiquement la même, non. Pourquoi vous figurez-vous que ce programme, c'est un autre programme d'ajustement structurel qu'on est en train de nous... Mais il y a quand même une prise de conscience. Si nous prenons cette question comme un dictat de l'Occident, comme un dictat des bailleurs de fonds, nous allons passer à côté. Parce que c'est d'abord nous qui sommes les premiers... Parce que ce n'est pas le cas? Non, c'est d'abord nous qui sommes les premiers concernés. Parce qu'on ne peut pas continuer. Ils nous ont fait comprendre ça, mais en allant tout doucement. Vous dites, finalement fait comprendre que c'est nous. Oui, mais vous dites... S'ils refusent de nous octroyer des prêts à la condition... Madame, soit vous faites semblant d'ignorer des réalités. Quand je prends toute l'Afrique, vous dites voilà un continent qui est très riche. Mais on s'étonne toujours de voir des milliers d'Africains qui tentent de trouver l'Eldorado à l'extérieur et qui, même avant d'avoir touché le sol, meurent sur les rivages, meurent. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que la recette, ce n'est pas finalement de changer les mentalités? Parce qu'il, non, on a passé 20 ans, les 20 dernières années, à dire il faut changer les mentalités. Mais ce n'est pas la... Une fois que vous mettez les uns au bout. J'aime bien les Ivoiriens qui disent souvent, dans leur argutie, on est déjà né. Vous savez,
Oui, quand les gens arrivent à la conclusion, mais quand vous mettez au monde des gens et que vous n'êtes pas capable de leur donner le bien-être qu'il faut, parce que nous sommes à un monde plein de mutations, ils voient des choses ailleurs qui ne se retrouvent pas chez eux. Ils ont envie de vivre décemment. Nous sommes à l'heure des technologies, de l'information, de la communication. Le monde est entre nos mains, tout bouge. Et ils voient d'autres réalités ailleurs. Et ces réalités ne se retrouvent pas chez eux. Soit parce qu'il y a eu peut-être la bassesse des dirigeants, mais beaucoup plus. Qu'est-ce qui facilite? C'est parce que les dirigeants se rendent compte que la question est inéluctable. Vous savez, j'ai déjà entendu des acteurs politiques dire on a tout essayé face au chômage. On a tout essayé face à la pauvreté. Quelqu'un a dit, je ne fais pas partie de ceux qui croient qu'on puisse vaincre la pauvreté. Mais la pauvreté n'est pas une fatalité. Elle devient une fatalité lorsqu'on a une population pléthorique dont il faut prendre charge et que les moyens sont insuffisants. Donc madame, finalement, pour vous, même dans une famille, oui, madame, un levier même dans de un développement, foyer. c'est de réduire les naissances. Madame, je ne sais pas combien vous gagnez par mois, mais je ne sais pas ce que votre travail vous rapporte. Mais imaginez même que vous gagnez 1 million et que vous aviez 10 enfants autour de vous. Parce que personne ne peut vous empêcher de faire des enfants. Et si vous en aviez 10, comment vous faites? Êtes-vous sûr que dans 5 ans, vous serez toujours en train de gagner 1 million? Êtes-vous sûr que dans 10 ans? Est-ce que Donc, finalement, le levier sur lequel il faut appuyer pour le levier se développer, sur lequel il faut appuyer, pour moi, non. Oui. Je le dis encore, ne prenez pas la question comme ça. C'est-à-dire, quand vous prenez la question tout de go, réduction des naissances, c'est pas ça la question. La question, c'est la parentalité responsable. Mais qu'est-ce que vous appelez parentalité responsable? Mais dans cette parentalité responsable, chacun doit... On limite les naissances. Oui, mais à notre... justement, mais chacun doit prendre conscience. Chacun doit se dire, pourquoi que ce ne dois-je soit faire plus d'enfants? Oui, voilà. Pourquoi dois-je faire plus d'enfants? Quelle est le plus-value que j'apporte au pays si je fais plus d'enfants? Et comment moi-même je m'en sors avec plus d'enfants? Donc maintenant on va montrer nos fiches de paie, mais puisqu'on a été dans des pas, campagnes de sensibilisation, des programmes de planification, et que ça n'a pas marché, finalement il faut faire quoi? Mais finalement, l'État prend ses responsabilités. Madame, parce que c'est ça le rôle de l'État. Madame Routonji, oui. nous sommes à la fin de cette émission, un dernier tour de table. Allez-y. Bon, déjà, si on parle de parentalité responsable, oui, et qu'au-delà de ça, il y aura une contrainte, une limitation, ou bien à une mesure de la fécondité, je ne pense pas qu'on pourra parler de responsabilité là, parce que la responsabilité vient vraiment des parents. Parce qu'un parent peut décider d'avoir 5 ou bien 10 enfants en fonction de son ressenti, de ce que lui, comment je vais dire, de la définition que lui, il a de la responsabilité parentale. Donc, parler de responsabilité parentale et revenir dire qu'il y aura une mesure au niveau de la fécondité définie 2 ou 3 enfants par ménage ou 4 enfants par famille, c'est un débat controversé, selon moi. Donc, quels sont vos vœux pour les assises qui vont se tenir? Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Pour les assises, c'est que la concertation puisse amener les uns et les autres, tous les acteurs de la société, à s'entendre autour des mesures vraiment humaines. Et si on ne s'entend pas, ça fait à la prochaine. Fred Renou, votre mot de fin. Non, merci. Non, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent, à tous nos compatriotes, vous savez, nous sommes dans un monde en crise. Et tout porte à croire que cette crise va encore durer longtemps. Cette crise, elle ne dépend pas de nous, Bénin, ou des pays africains, mais nous sommes dans un monde en crise. C'est la société dans laquelle nous sommes. Le monde a toujours été en crise. Oui, mais les crises du XXIe siècle sont des crises qui remettent en cause notre avenir économique quasi quotidiennement. Et là, ça voudrait dire quoi? Nous n'allons pas nous en sortir avec des fuites en avant nationales. Des fuites en avant nationales pour dire, bon, la procréation... Oui, chacun de nous est libre. Je pense que nous ne nous en sortirons qu'avec de la fierté nationale, qu'en prenant des mesures qui s'imposent. Parce qu'aujourd'hui, la question fondamentale, c'est comment on gouverne le pays? Comment on gouverne notre pays? C'est tracer, malheureusement, un chemin entre les récifs d'un monde qui est en crise, entre la nécessité de faire toujours plus pour les Béninois et de faire encore toujours plus pour chacun. On ne peut pas. L'État n'a pas les moyens de le faire. Il s'agira pour nous tous alors de demander quel est l'horizon commun que nous nous trouvons. Merci, M. Fred Renou. Assise nationale sur la croissance démographique au Bénin, pertinence et lien avec le développement, Nadège Diouan. Merci, puisqu'on nous avons reçu 2 invités et le débat était vraiment pertinent. Je suis sûr que le débat se poursuit dans les familles. Fred Adriano Renou, vous êtes acteur politique, vous êtes du Bloc républicain, parti proche de la mouvance présidentielle. Et à côté de vous, Tatiana Routonji Aladaye, vous êtes socio-anthropologue et vous avez donné votre avis d'expert. On retiendra que vous avez surtout dit que les mères sont au
cœur les questions démographiques. Et comme je le dis, le débat se poursuit dans les foyers, évidemment. Merci de nous avoir suivis et merci à tous les internautes. Retrouvez le débat en nouvelle diffusion sur Reporter Bénémonde.